Oh là là. Alors là, Si je vous dis cheval blanc, qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi? Si je vous dis Victor, ça vous fait penser à quoi? Victor. Ludwig Victor. Radio 1. Rencontre. Bonsoir. Aujourd'hui, Daniel Stevens reçoit le peintre Henri Lejeune. Henri Lejeune, ça fait pas mal d'années que l'on se croise de temps en temps, et puis aujourd'hui, vous nous revenez avec des objets un peu bizarres, et ce, en préparation à une exposition qui aura lieu dans quelques jours à la Louvière, et puis il y en aura d'autres ailleurs. Et je suis intrigué parce qu'il me semble que subitement, il y a un changement chez Henri Lejeune. On peut peut-être un peu voir de quel type il est, ce changement. Vous arrivez, par exemple, avec un projet de catalogue. On peut en parler de ce projet de catalogue Bien sûr, d'exposition? bien sûr. Et c'est un petit sac poubelle, en fait. Un petit sac poubelle tout petit, bourré de quoi? Ben, de feuilles qui d'habitude font partie d'un catalogue ordinaire, qui racontent un peu où je suis passé, les expositions, les différentes choses que j'ai pu faire, et puis quelques critiques peut-être aussi pour me situer. Tout ça dans un sac poubelle, parce que j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les éboueurs. Je trouvais que les éboueurs, c'était tout de même aussi important que n'importe quel ministre ou n'importe qui. Alors, il m'est arrivé, quand j'habitais à Bruxelles il y a 4 ou 5 ans, le jour de la Noël, par exemple, ou la Nouvelle Année, je mettais Bonne Année sur mon sac poubelle avec une petite étiquette. Je trouvais qu'ils avaient aussi droit à cette fête. Et depuis, le sac poubelle m'a peut-être un peu suivi. C'est comme ça qu'il est arrivé à être un catalogue. Et puis c'est une façon aussi peut-être de casser quelque chose, non? De ne pas faire un catalogue très officiel et de relativiser un peu les choses. Oui, justement, j'ai depuis un certain temps envie de faire des choses qui sont tout à fait différentes dans le sens de ne pas tomber dans un système. Donc, que ce soit le catalogue, que ce soit la présentation d'exposition. Je voudrais faire plutôt un décrochage qu'un accrochage ou un vernissage ou des choses. Et aussi, le jour du vernissage, j'aime bien que les gens aient autre chose que le verre en main et regarder les tableaux, qui est un peu... Je voudrais que ce soit une fête, mais je ne sais pas si c'est possible. Ça vient d'où cette envie d'un peu bouleverser les conventions? Disons, j'ai toujours eu envie de faire des fêtes. J'en ai fait d'ailleurs, j'en ai organisé. Et je crois que quand je fais une exposition, je visite d'abord le local, le lieu. Le lieu, bon, on fait 22 mètres 50. Donc tout ça sont des choses qui sont techniques, la hauteur, la largeur, le volume. Et puis quand j'ai ce volume en tête, je travaille d'après ce volume. Donc bien sûr, il y a toute une série de choses qui sont déjà faites. Mais ici, par exemple, j'ai entrepris de faire un grand panneau qui prendra tout le fond de la salle. J'ai entrepris des choses qu'il vaut mieux voir sur place, parce que si je dévoile tout maintenant, ça n'a plus cet effet de surprise. Et puis le fait que votre biographie et tout ça soit des bouts de papier chiffonnés dans le sac poubelle, c'est aussi une façon de ne pas se prendre au sérieux. Oh, je ne me prends pas du tout au sérieux. Je crois que tout est toujours à refaire, on est toujours à zéro. Et bon, ben, ce qui a été fait, c'était hier. Ce qui importe, c'est ce que je vais faire et ce que je suis en train de faire. C'est la démarche de votre peinture aussi, ça? Ma peinture aussi, parce que je crois que je n'ai pas encore fait ce que j'avais envie de faire. Et donc, je ne suis pas très content quand je fais un dessin. Il me plaît, mais pas pendant longtemps. Quel est votre cheminement, en fait, pour en être arrivé aujourd'hui à vos pliages, par exemple, à ces espèces de grottes, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la grotte souvent dans vos peintures. Ça vient d'où tout ça? Ben, je crois que tout ça vient au départ, bon, je suis autodidacte. Donc le dessin, pour moi, j'avais difficile à le réaliser, comme quand on sort d'une académie. Donc à ce moment-là, j'ai exploité plutôt mes défauts. J'ai exploité, bon, je ne savais pas faire une main, je la mettais derrière. Et puis petit à petit, bon, j'ai pu m'exprimer en noir et blanc. Mais c'était fort anecdotique. Et c'est quand j'ai rencontré Armand Simon, il y a une douzaine d'années, je me suis rendu compte que tout ce que j'étais en train de faire, il l'avait fait bien avant moi. D'une autre manière, lui surréalisant, moi, de façon anecdotique, mais n'empêche qu'il y avait quelque chose que je sentais que je n'allais nulle part. À ce moment-là, j'ai bifurqué, parce que c'est toujours comme ça que je fais, et je suis parti uniquement vers la couleur, parce qu'on m'avait dit un jour, oh la couleur, toi t'es pas doué pour la couleur.
Alors bon, ben, j'ai pris rien que du bleu, puis ajouté un peu de rouge petit à petit. Et puis ça a été la couleur qui a été mon moyen d'expression. Et, et là, j'ai travaillé avec l'encre de Chine. Et je crois que c'est devenu l'encre de Chine la façon où je peux oublier la technique, donc la façon la plus intéressante pour moi de dire ce que j'ai à dire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que grâce à l'encre de Chine, je peux mettre des couleurs qui sont pour moi des symboles. Hein. Certains bleus représentent euh, certains passages où j'ai eu certaines émotions dans la vie, etc. Et bah, par exemple, j'ai vécu un peu en Provence et juste en face, j'avais le Luberon qui changeait de couleur en quelques heures. Et tous ces tons, l'encre de Chine je peux les reporter à l'encre de Chine. Ce que je ne peux pas faire avec l'huile et ce que je n'arrive pas à faire avec la gouache. Donc, pourquoi il y a une certaine lumière dans l'encre de Chine? il y a une transparence que j'arrive à garder et ce que je n'arrive pas à faire avec les autres matières. Et cet emploi de l'encre de Chine s'est raccroché à des anecdotes bien précises, à la lumière, par exemple, de la Provence ou des choses pareilles? Non, j'employais déjà l'encre de Chine avant, mais c'est parce que je crois qu'au départ, travaillant en noir et blanc, hein, donc le noir sur fond blanc, j'ai ajouté une couleur à cette technique qui était la plume et la petite cartouche d'encre de Chine. Alors, bon, je me suis pris au jeu et maintenant j'arrive même pas à m'en défaire. J'ai envie d'employer d'autres matières. C'est pour ça que d'abord, les dessins sont plus figés dans des cadres, ils sortent. C'est peut-être aussi pour montrer une certaine forme de liberté, et aussi parce que je crois qu'on a envie de changer, on a peur je sais pas, par moment, j'ai l'impression de refaire toujours le même dessin, donc il faut que je parte ailleurs. Vous venez d'employer le mot jeu. Il y a du jeu dans la peinture, dans votre peinture? Oui, C'est un jeu? C'est un jeu, au moment où, pas peut-être au moment où je la réalise. Au moment où je la réalise, c'est très sérieux. Mais les jeux sont peut-être très sérieux au fond. bah, peut-être, oui. Mais ça, je ne sais pas répondre. Hein. Je sais qu'au moment où tout est terminé, alors ça devient un jeu pour moi. Ce jeu m'intéresse dans le sens du dialogue. Donc, quand je montre quelque chose, je voudrais montrer mes dessins dans des armoires, de façon que la salle serait toute noire et chaque fois qu'on devrait ouvrir une porte pour regarder un dessin qui serait fait rentrer avec un ressort et on ne verrait jamais qu'un dessin à la fois ou un truc comme ça. Je cherche, donc à ce moment-là, un jeu, je cherche peut-être à distraire, je ne sais pas. Vous avez parlé d'Armand Simon tout à l'heure, et là, vous avez évoqué le mot surréalisme. Vous n'avez pas été touché? Vous ne croyez pas être un peu atteint par le surréalisme? Mais disons que j'ai aimé le surréalisme, j'ai fait des dessins surréalisants si on veut, mais mon surréalisme était en retard d'une guerre. Je crois que je ne me situe pas parmi les surréalistes. J'ai aimé tous ces gens-là, j'ai voulu, comme des Achille Chavet, tous les gens qui faisaient partie d'un mouvement. J'ai connu Van de Spiek, j'ai connu Le Franc. Bon, mais je n'ai pas eu cet esprit, je crois. Mais il vous en reste quelque chose? Mais, oui, bien sûr, je crois. Mais je ne me situe pas, je ne suis pas un surréaliste. J'aime le fantastique, mais le surréalisme, je crois que c'est pas exactement ma démarche. C'est pas à moi de le dire d'ailleurs. Mais tous les surréalistes m'ont toujours attiré et m'ont toujours passionné. Vous interrogez beaucoup sur votre démarche, vous essayez de la comprendre? Non, j'essaye de la comprendre, mais c'est pas facile. Parce qu'il y a différentes démarches. Par moments, ça devient tout à fait abstrait. Et puis, à certaines périodes de l'année, je ne sais pas le pourquoi, des éléments figuratifs viennent se mettre à l'intérieur. Et puis, ça disparaît au bout de quelques semaines. Et puis, ça redevient très c'est en relation avec l'endroit où vous vous trouvez avec, Oui, je crois que ça joue beaucoup, oui. Parce que quand donc je suis originaire des Cossines, et là, je vivais plutôt, quand je disais tout à l'heure, c'était des choses anecdotiques, c'est parce que justement, je voulais que mon village comprenne. Donc les gens du village comprennent ce que je dessinais, mais tout en leur montrant une manière différente du petit paysage, du calendrier ou d'autres choses. Enfin, leur dire, non, il y a une façon de s'exprimer qui est personnelle, qu'on a peut-être chacun en soi, quelques personnes en parlant, d'autres en écrivant, d'autres avec la musique. Et moi, je voulais, avec mes dessins, faire quelque chose qu'on dit, tiens, c'est le jeune. Il y avait de la céramique aussi. Alors, j'ai fait la céramique parce que c'était là la façon pour moi je travaillais en usine, de sortir de cette usine. Mais la céramique, elle m'obligeait à rester sur place. Disons parce que, bon, je me voyais mal partir en Provence avec un four, avec tout. Ça existe là-bas, mais... Alors, j'ai trouvé
cette formule qui me permettait de bouger, justement, comme on montre maintenant mes papiers chiffonnés ou pliés. Bon, ça se met en poche, ça se met n'importe où, et ça me donne une plus grande liberté d'action, je vais dire. Est-ce que ça n'a pas aussi le fait de faire des papiers pliés, chiffonnés, est-ce que ça n'est pas un peu un manque de respect aussi, quelque part, pour l'œuvre d'art telle qu'elle est considérée? Je ne pense pas, non. Le fait de la plier, de la mettre en poche, enfin, ça se transporte d'habitude avec beaucoup de précautions. Oui, peut-être. Enfin, moi, quand on me dit, bon, tel dessin, attention, tu vas le déchirer, je dis, bon, c'est rien, j'en ferai un autre. Vous êtes attaché à vos dessins? Pas tellement, non. Quelques-uns, un ou deux chaque année. Mais vous aimez les faire voir. Oui, parce que là, d'abord, j'aime les faire voir. Pas tous. Il y a des gens qui travaillent peu et qui, à ce moment-là, on fait une sélection avant de les montrer. Moi, je montre toute une quantité de dessins et parmi eux, il y en a 5 ou 6 qui permettront de continuer ma démarche. Et l'idéal, ça serait peut-être de ne montrer que c'est 5 ou 6, mais comme mon tempérament fait qu'il faut bouger, il me faut envahir une pièce, il me faut envahir... Et puis aussi, c'est une possibilité de rencontre, une exposition. En fait, le dessin, la peinture, c'est un trait d'union avec quelqu'un d'autre et qui va venir voir. Et puis ça se change en paroles, en mots. C'est ça, oui. Et qu'est-ce qui se passe dans ces mots et dans ces paroles? Bon, on parle peut-être de tout sauf de peinture. Vous avez besoin du dessin pour entrer en contact avec les autres? Non, 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 non. Non, je crois que je rentre assez facilement en contact avec les gens, mais le dessin, tout de même, pour moi, la chose la plus importante. Donc, il faut qu'il y ait cette affinité, cette complicité du dessin. Vous en parlez beaucoup avec les gens du dessin? Ça dépend avec qui. Il y a des gens où je sens qu'il n'y a pas justement cette affinité, là, je n'en parle pas. Qu'est-ce que ça peut donner lorsque ça marche bien, une conversation avec quelqu'un à propos du dessin ou à propos de ce qui se trouve dans le dessin? À ce moment-là, on parlera de la peinture, on parlera d'autres peintres. Automatiquement, on est parti vers des démarches qu'on aime et des gens qui ne sont pas connus, qui devraient être connus, etc. Ou as-tu vu telle exposition? Mais je parle peu de ma technique. Mais je ne me cache pas pour la montrer, par exemple. Ça ne me gêne pas de dessiner devant les gens. Vous vous souvenez comme ça d'un moment extraordinaire avec la peinture ou le dessin comme trait d'union de départ? Je me souviens de... Mes meilleurs dessins sont ceux qui, d'abord, passent très vite, donc où je les réalise en un temps record. Parce que d'abord, je n'ai pas dû les retoucher, c'est venu comme ça, presque malgré moi. Il m'est arrivé d'avoir des dessins et de ne pas me souvenir du tout les avoir faits, comme si c'était quelqu'un d'autre qui les avait réalisés. Alors là, ce sont les meilleures choses. Alors quand je me vois traîner sur un dessin, je me dis, hey, celui-là, j'arriverai pas, il y a quelque chose qui cloche. Quelles sont des rencontres étonnantes qui se sont passées, enfin étonnantes pour vous, importantes pour vous, qui sont passées à l'occasion de dessin ou de peinture? À l'occasion de dessin, bon, bien sûr, quand on peint, on est seul. Non, mais comme une fois que une fois que c'est réalisé et que c'est mis quelque part, qu'on peut le voir, à ce moment-là, bon, on rencontre des gens, comme j'ai rencontré Pierre Bourgeois, j'ai rencontré plein de monde qui sont devenus après des amis. Et à ce moment-là, il y a eu aussi des musiciens. Quand je parle de Knut Victor, c'est un musicien. Il y a eu Armand Simon, qui lui, comme je le disais tout à l'heure. Non, je crois que c'est assez difficile de... Il faut justement le dessin ou la peinture, oui, c'est ça, c'est-à-dire c'est un autre langage. C'est un langage de couleur, un langage de forme, et j'arrive difficilement à en parler, à le ressortir en parole. Ça naît comment un dessin, l'envie d'un dessin, ça naît comment chez vous? Ou d'une peinture, enfin oui. Ça vient comment? C'est d'abord une grande feuille blanche qui est là devant moi, et je la regarde. Et puis quelquefois, ça m'est arrivé à 2 heures du matin, parce que ça arrive d'en faire 2 sur la soirée. Après avoir terminé un dessin où on s'est donné à fond, on dit, bon, maintenant je vais me coucher. Et on remet une feuille blanche d'une façon tout à fait instinctive, et là on est reparti, et une couleur amène une autre, et ainsi de suite. C'est une bataille avec les couleurs. Les couleurs, les rythmes, l'espace? C'est un rythme, ça se fait à certains rythmes aussi. Parce que j'emploie bon, ce sont des superpositions de couleurs, et alors je cherche la matière.
Donc je suis en train de, comme si j'étais en train de fouiller dans la terre ou dans... Je cherche des matières. On est loin de toute logique, là. On Oui, est je crois dans, que dans l'instinctif. moi, c'est instinctif. Et je sais pas où je vais quand je fais un dessin. Mais 3 ou 4 formes ou 3 ou 4 lignes me conduisent à ce moment-là vers quelque chose. Alors j'en reviens à ça, puisque tout à l'heure, dans votre serviette, vous aviez un dessin plié en accordéon qui peut devenir éventail, qui peut devenir n'importe quoi. C'est venu d'où ce besoin de plier la feuille et de jouer avec elle? C'est venu d'où? Il faut que je cherche. Mais Ça m'est arrivé un jour de plier mon papier parce que, bon, pas le chiffonner, ça c'est déjà fait, mais le plier en éventail, parce que ça donnait aussi des reliefs. Donc du fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait la céramique, j'ai toujours aimé le relief. Donc mon papier plat ne me suffisait plus, il fallait qu'il ait un certain relief. Et ce relief, ces ombres et ces lumières qui font à chaque pli, me fascinent. Et d'ailleurs, ça m'arrive de travailler à la plume sur ces plis quand le papier est chiffonné. J'exploite les emplacements où le papier est chiffonné. Et puis si d'aventure quelqu'un achète ce dessin, cette peinture, il devient un peu créateur lui-même, puisqu'il le plie comme il veut aussi. Oui, mais si on l'enferme dans un cadre, à ce moment-là, c'est plus rien à faire. Moi, je lui ai donné une certaine forme, un certain pli. On met une vitre, parce qu'à ce moment-là, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on chiffonne pas l'œuvre, le dessin, et puis le mettre en poche et puis se dire c'est un manque de respect. Non, je crois que quand il est terminé, il y a une façon de le garder plié, de lui donner ses lumières. Et là, comme on disait, je fais un éventail. Bon, pour certains, ce sera un éventail, l'autre, ce sera comme un volet mécanique, l'autre. Mais tout ça a un sens. Donc, je suis obligé de l'enfermer dans un cadre. Quel sens? Un sens pour moi, tout au moins. Un sens de rythme nouveau. Moi s'il n'a pas ces lumières, s'il n'a pas cette façon d'être placé, pour moi, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Alors la question vache par excellence, Henri Lejeune, mais elle est très vache, je me rends compte. À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert de vivre? À quoi sert quoi que ce soit? Je sais pas. C'est une envie, c'est une passion, c'est un besoin qu'on a de le faire, mais de là à dire que ça peut servir. Je crois que ça peut servir parce qu'il y a tout de même des gens qui sont heureux d'avoir ça chez eux. Et puis ça vous sert d'abord à vous. Mais ça me sert d'abord à moi de... Oui, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas aussi chez vous parfois une recherche, un désir d'éphémère, de faire des choses éphémères Oui, bien. qui passent? Mais ça passe d'ailleurs. Hein, si on met l'encre de Chine est une matière qu'il ne faut pas laisser au soleil. Donc j'ai eu tout de même la gageure d'exposer souvent en Provence et je devais dire aux gens écoutez, ne vous mettez pas votre... Si les gens qui vont acheter un dessin, ne mettez pas votre dessin au soleil. Mais ça, c'est avec toute œuvre qui est faite sur papier. Je crois que déjà le papier lui-même par le soleil se transforme. Donc pour protéger, je leur dis mettez ça à telle place plutôt qu'à une autre. Je me souviens, ou je crois me souvenir, que vous êtes quelqu'un qui aime particulièrement le papier, non? J'aime beaucoup le papier. C'est une matière qui me convient. D'ailleurs, quand je travaillais, j'ai fait un peu de peinture à l'huile. Je marouflais presque un papier sur ma toile pour pouvoir peindre à l'huile alors que ce n'était pas nécessaire. Alors cette Provence qui revient éternellement dans vos propos, là, c'est un lieu magique. Il y a pas mal de peintres qui ont choisi la Provence. Vous êtes sensible à cette magie-là aussi? Disons, quand on a, je crois, vécu comme moi quelques années en Provence, c'est difficile de s'en défaire. Pourquoi? Il y a d'abord une autre lumière. Il y a aussi... j'ai eu un accueil, bon, on dit quelquefois, les Provençaux ont difficile à accueillir quelqu'un et de l'admettre. On est toujours l'étranger. Mais moi, je vais dire qu'au bout de quelques mois, j'étais accepté. Alors là-bas, j'ai rencontré des peintres et chaque fois qu'il y avait une exposition, une chapelle ou un autre truc, où ils me téléphonaient, allez, tu exposes avec nous. Et donc ça s'est passé d'une façon, j'ai été adopté très vite. Et en plus, ce pays, je l'ai toujours adoré, j'en ai toujours rêvé. C'était ça, Écosine et ça. Bon. Alors j'ai créé d'abord là-bas aussi mon petit Écosine. Il y avait un petit village qui s'appelle Alès. Et là, avec la complicité de Knut Victor et d'autres peintres de la région, nous avons organisé une exposition il y a 3 ans ou 4 ans, qu'on voulait refaire chaque année. On l'a fait 2 ou 3 fois tout de même. Et ça s'appelait Fenêtre ouverte sur l'art, parce que, bon, Knut avait eu l'idée de nous photographier une fenêtre qui n'allait nulle part, un châssis tout vide dans une prairie. Et alors là, on a pu faire l'exposition avec toutes des œuvres abstraites
Et je veux dire qu'on a eu un succès qu'on aurait en ville, et alors que c'est un village qui n'a jamais eu que des expositions de petits paysagistes du coin, et même pas, je ne sais même pas s'il y a eu des expositions là-bas. Il faut quand même, puisque vous parlez beaucoup de Knut Victor, que l'on rappelle également qui est Ah ben voilà, Knut oui. Victor. C'est au départ aussi un peintre venu du Grand Nord et qui est descendu là à cheval blanc dans le Luberon et qui s'est mis à enregistrer la nature, à enregistrer les bruits les plus discrets de la nature, comme le craquement d'un œuf lorsqu'un oiseau naît, au bruit d'une araignée qui tisse sa toile. Enregistrer tous ces bruits, il les enregistre et puis il monte les bandes magnétiques de ces bruits, il en fait des musiques et des concerts grandioses, assez étonnants. Mais au départ, tous les sons sont des sons de la nature. Oui, il ne transforme pas les sons, il les découpe, mais il ne les transforme pas. Mm, Alors il a réussi, comme la symphonie de Luberon, qui est splendide, mm. il y a déjà quelques années. Et dernièrement, il avait aussi enregistré, mais ça c'était presque involontaire, c'était des termites qui mangent Le bois, oui. le bois. Oui. Et Les xylophages. il a pu, oui, il a pu donc les enregistrer et constater qu'il se faisait des signaux pour Oui. creuser. Qui étaient des petits, Des, alors des choses pareilles. oh, Ouais. ça donne vraiment la chair de poule quand on écoute Ouais, cette ouais. cassette. Autre bruit étonnant aussi, c'est le souriceau qui tète. Je me souviens, il y avait des bruits Oui. assez étonnants. Mais c'est proche de vous, tout ça aussi, non? Proche de Ben, vous c'est un monde dans qui cet est inconventionnel. ouais. C'est pas conventionnel du tout, en fait. Et puis c'est un monde qui est tout de même peut-être dans mon subconscient qui, suite aux carrières de... Bon, moi je crois qu'il y a toujours une liaison entre les choses de la terre, comme ici ce sont les mines, et de notre côté des Caussines c'était les carrières, et j'étais très marqué par toutes ces carrières où je passais des heures, des carrières abandonnées. Et je crois que quand on se retrouve avec les bruits que Knut Victor enregistre, on retrouve, ce ne sont pas les mêmes oiseaux, ce ne sont pas les mêmes chutes de pierre, parce qu'il a aussi enregistré des chutes de pierre, mais tout ça coïncide, et ce sont des choses de l'enfance qui me sont restées, je crois. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a eu cette affinité. Oui, parce qu'autrement, le parallélisme Écosine-Provence, c'est un peu étrange, non? C'est étrange, mais c'est étrange surtout point de vue climat, mais pour moi ça allait bien ça. Et puis vous aimez bien aussi prendre le contre-pied des choses, parce qu'à Écosine, déjà, vous avez pris un certain contre-pied, si ma mémoire est bonne. Ben, j'aime bien faire ce qui n'a pas été fait, j'aime bien faire des choses, bon, quelquefois ça réussit, quelquefois pas, mais des choses différentes. Par exemple, à Écosine. À Caussine, bon, ben, je voulais que mon village soit différent des autres. Alors j'organisais des choses, des expositions dans tous les lieux possibles, des concerts avec des gens qui n'auraient jamais mis les pieds à Caussine, comme des Raoul Duguay, tout ça. Et bon, toujours avec la complicité de Julos et d'autres. On était une trentaine quelquefois pour faire ça. En fait, tout ça, ça a toujours été des espèces de détonateurs pour que les gens se rencontrent, tout ce que vous avez fait. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les gens se rencontrent, de voir du monde. Bon, j'aime bien ma solitude aussi, mais j'aime bien provoquer une rencontre, provoquer voir des gens qui s'amusent, des gens qui découvrent. On dit s'amuse, c'est pas exactement le mot qu'il faut employer. Des gens qui découvrent des choses. Et ce que j'avais comme ambition quand je faisais des choses avec Caussine, je me disais, bon, moi je viens de Paris, à Paris il y a beaucoup de choses, mais si je me déplace avec Caussine, je ne serai pas déçu, je découvrirai là des choses qu'un Parisien ou un autre pourrait dire, ah, c'est chouette, c'est intéressant. C'est ce que vous avez essayé de faire également dans le Luberon, là? Alors j'ai essayé de faire la même chose là-bas, et on a même organisé un hommage à Armand Simon. Ça s'est passé d'une façon assez insolite, je vais dire. J'avais une galerie à l'Île-sur-la-Sorque où j'exposais, j'avais exposé 2 fois déjà. Et la dame de la galerie me dit, je parlais toujours, tu sais, en Belgique, il y a Armand Simon, etc. Mais tu me parles tellement de ton Armand Simon au bout d'un certain temps que j'ai l'impression de l'avoir connu. Alors je lui ai donné de la documentation et elle me dit, si on montait une exposition Armand Simon. Mais je dis, mais tu n'as aucune possibilité de vendre un dessin, on n'a rien à vendre, Et on a marché malgré tout, on a eu l'appui du ministère de la Culture, on a eu l'appui du consul de Marseille et tout, et on a eu un monde fou. Et moi j'avais donné tous mes documents dans une vitrine, et on a découvert des gens dans le Luberon qui possédaient des Simons aussi. Et vous avez l'impression que le public est plus attentif en Provence qu'ici? Ils ont plus le temps, je crois, de voir des choses. La qualité du temps est différente. Oui, mais par exemple, pour dire de posséder un dessin, ça les intéresse moins puisqu'ils vivent dehors. Pour eux, le décor intérieur de leur maison est, je ne vais pas dire sans importance, il est sobre. Ils ne demandent pas la présence d'un dessin, surtout que j'ai des couleurs qui sont devenues, avec la Provence, assez fortes.
Alors, ces couleurs-là ne sont pas d'une nécessité pour eux, donc mais ils aiment les vernissages, ils aiment découvrir des choses. Votre rapport à la vente, là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Et il me semble qu'il y a plusieurs années, on avait parlé de cet autre aspect de l'art qu'il faut bien connaître également. C'est que c'est très bien un peintre qui peint, un dessinateur qui dessine, et puis un jour, il faut vendre. Alors là, on rentre dans un tout autre circuit de l'art. Là, vous avez aussi une opinion assez étonnante. Ben, disons que dans ce domaine-là, je vais dire pour le moment, je perds les pédales. C'est un domaine que je n'arrive pas à faire. J'arrivais à convaincre quelqu'un d'acheter un dessin d'Armand Simon. Et dire Armand, c'est bon, au début, quand je l'ai connu, j'arrivais à convaincre les gens. Mais ce que je fais moi-même, bon, c'est difficile de dire à quelqu'un, ah, ça c'est un bon dessin. Non, c'est pas à moi de dire une chose pareille. Donc, il faut passer par des donc circuits. là, il faut passer soit par les galeries, hein, bon, c'est le seul circuit valable. On donne, j'expose à Genève. Bon, là, c'était l'idéal parce que je suis arrivé avec mes dessins dans une farte. Je ne me suis occupé de rien. Je suis revenu au vernissage et puis je suis allé chercher les dessins qui restaient et voilà. Et on a fait la fête parce que, bon, on a eu la radio, on a eu tout ce qu'il fallait pour que l'exposition réussisse. Et ils avaient même eu cette délicatesse, parce que je veux dire, c'était parfait comme exposition dans le sens de l'organisation et du contact humain aussi. Ils changeaient, donc il y avait une petite vitrine, et tous les jours, ils mettaient un dessin différent dans la vitrine, avec un bouquet de fleurs qui reprenait une des couleurs du dessin. Quel est le rapport entre la valeur monnayable d'une œuvre et puis de l'autre côté, le peintre qui a réalisé cette œuvre? Ben, d'abord, il en fait une qui... Pour vous, hein, comment est-ce que vous vivez ça? Ben, c'est assez difficile. On fait un dessin, on fait 10 dessins, on fait 15 dessins, on fait 20 dessins. Et puis, au moment d'exposition, on en choisit 8. Les 8 dessins, on les met au mur, et là, il y en a un, pourquoi? Un qui disent que peut-être tous les autres devraient dire. Et ce dessin-là, à ce moment-là, si on parle de vente, ce dessin-là serait vendu 5 fois ou 6 fois. À ce moment-là, on vend ce dessin-là, et puis bon, il est vendu. Moi, je ne vais pas faire 2 fois la même chose, j'ai pas envie. Donc, ce dessin-là est vendu, c'est fini. Comme je refuse, enfin, j'ai toujours refusé, c'est peut-être une erreur de ma part, de faire de la lithographie, de faire tout ce qui est multiple. Disons, comme on parlait tout à l'heure, j'avais fait de la céramique, et en faisant la céramique, j'avais été dans l'obligation de faire des objets utilitaires, que ce soit des cendriers ou des choses comme celle-là. Donc, ce qui représentait pour moi la quantité, la série. Et quand je me suis mis, un jour, j'ai décidé, puisque j'étais pas doué pour le commerce, tout en étant élevé dans les maisons de commerce et tout ce qu'on veut. Alors, je me suis rendu compte que, en peignant, j'avais certainement pas envie de reproduire 2 fois le même dessin. Ça, non, pour moi, ça n'a aucun sens. Vous parlez toujours de dessin, or il y a de la peinture. Oui, mais moi, j'appelle dessin tout ce qui est fait sur papier. Comme je préfère travailler sur papier, bon, j'appelle ça des dessins. Or, c'est de la peinture. À cause du support, oui. Mais c'est de la peinture, si on veut. Il n'y a pas de crayon. Le crayon n'intervient pas, ou très peu, mais je travaille à plume là-dessus. Par exemple, j'ai fait un dessin qui fait 3 mètres sur 6, mais il y a des petits éléments à la plume où j'ai passé 2 heures. Et puis il y a des surfaces qui font 2 mètres, où il y a vraiment que des envolées de couleurs. Il y a quelque chose, il y a une filiation avec l'art oriental, chinois ou japonais. Mais disons que j'aime beaucoup, oui. Oui, parce que dans le fond, c'est comme chez eux, c'est un peu une écriture par moment. Donc toutes ces petites choses qu'on dit chipotées, écrites, dessinées à la plume, pour moi, c'est une écriture. C'est là que le dialogue se trouve. La couleur aussi, la couleur, elle envahit, elle enveloppe. Mais dans le domaine de la plume, là, c'est l'écriture. Vous avez l'impression de dire quelque chose? Bah, peut-être c'est comme maintenant, on a l'impression de dire quelque chose, on ne dit peut-être rien, je ne sais pas. Mais au moment où vous tracez ces traits de couleur, c'est une forme d'écriture? Ça se rapproche plus de l'écriture ou de la peinture dans votre bah, ça reste toujours quelque esprit. chose, ça reste la peinture, ça reste quelque chose de visuel, qui est, comme je le dis, j'ai déjà dit, l'infiniment grand, l'infiniment petit, qui à mon avis se rejoignent, sont les mêmes images. Alors j'ai l'impression de recopier des choses qui sont déjà dans l'univers. Vous êtes un copiste alors? Moi, je crois qu'on est tous. Personne n'a peut-être créé quoi que ce soit. Peut-être un jour on se rendra compte en prenant un microscope, tiens, il y a une peinture d'un tel qui est là, devant nous, devant nos yeux. Donc c'est découvrir le monde d'une façon intuitive que vous faites. Ouais, c'est un subconscient qui... on va chercher des images
Je sais pas, enfin. Donc j'ai très peur des explications parce que j'ai toujours tendance à me contredire. C'est un des traits de ma nature. Et vous séparer d'un dessin, c'est dur lorsque quelqu'un en achète un? Non. D'un dessin ou d'une peinture? J'aime bien qu'il soit acheté par un ami, parce que alors je peux le revoir. J'aime bien perdre un dessin un certain temps, pendant 4 ou 5 ans, et puis arriver... Mais ça m'est arrivé aussi de dire, tiens, c'est de qui? Et puis c'était de moi. Enfin bref, ça m'est arrivé. Mais, j'ai quelques dessins que j'aimerais revoir de temps en temps. Et quant au mouvement à l'intérieur de votre propre production, il y a un mouvement, il y a une évolution, quelque chose dans ce genre-là. Vous essayez de la lire, de la comprendre, de la constater, de l'analyser, je sais pas. Oui, par exemple, j'ai toujours eu tendance à compliquer les choses, donc j'essaye d'être le plus simple possible quand je travaille maintenant. Mais ça, c'est pas pour ça que ça se réalise. D'ailleurs, on a filmé deux fois, une fois en Provence, une fois en Belgique. On m'a filmé en train de dessiner. Donc j'avais un dessin qui faisait environ je sais pas, 1,50 m sur 1 mètre, la feuille blanche par terre. Et ça m'est arrivé même, je veux dire, j'aime pas travailler sur commande. Il ne faut pas qu'on me dise demain tu dessines. À ce moment-là, je dessinerai certainement pas. Mais les amis sont arrivés, ils m'ont dit demain tu dessines. Et demain, on a un appareil, on va filmer tout ça. Et le lendemain matin, j'étais pas très chaud pour le faire. Et puis, du coup, j'étais pris dans la couleur. Les premières taches de couleur sont parties. Ils ont tout filmé. Et je vais dire que quand j'ai revu cette version, ce film, ce dessin se faire, il y a des moments où je me suis dit, j'aurais dû m'arrêter là. Le dessin était là, il fallait rien de plus. Et puis, je suis arrivé avec d'autres choses. Et puis, je l'ai rattrapé, mais il était tout à fait différent de ce passage. Donc, dans le fond, cet avantage dans ce film, et c'est pour ça que j'aimais, j'avais essayé de faire une série de dessins. D'ailleurs, je l'ai réalisé, ça a été fait, mais ça n'a pas été montré. Ils ont qu'une série de dessins, environ 150 dessins, mais qui ont le même squelette. Donc, le premier dessin, c'est une petite ligne inclinée, le deuxième, le troisième, le 150. À partir du deuxième, j'en mets 2. À partir du troisième, je mets 2 plus un rond, et ainsi de suite. Donc là, je monte un squelette qui fait toute une démarche de 150 dessins. Les derniers sont tout à fait terminés. Et puis, il vient la couleur à partir du sixième ou du septième. C'est un peu le système des balbutiements du cinéma. Mmh. La création de quelque chose, la naissance de quelque chose. Et alors là-dedans, je découvre certains dessins. Donc, parmi les 150, il y en a 10 ou 15, et qui ne sont pas forcément les derniers, qui sont exactement ce que je veux dire avec toutes ces choses. Vous voudriez parfois dépasser le dessin et rentrer dans une autre structure de création Oui. J'aimerais toucher à d'autres domaines. Par exemple? Mais tout ce qui est technique, je veux dire, employer des appareils, bon là je suis pas très doué. Mais des choses qui envahissent les gens, c'est ça que quand je prends une salle, je la prends, je l'envahis entièrement. Alors ça pourrait faire penser au décor de théâtre ou... Je sais pas, je cherche d'autres possibilités. Vous courez derrière quelque chose qui... Et je ne sais pas exactement quoi. C'est ça qui est bien, parce que dans le fond, on peut toujours rêver, on est toujours plein de projets malgré tout. Des projets qui sont un peu flous. Vous êtes un chercheur qui ne sait pas ce qu'il cherche? C'est un peu ça. Je sais ce que je cherche, mais... je n'ai pas encore pu le trouver, en tout cas. Et c'est quoi ce que vous cherchez, puisque vous le savez? C'est quelque chose qui serait fait un jour, que ce soit un tableau, une chose qui serait... où je me dirais, tiens, je ne ferai plus jamais autre chose qui pourrait dépasser ça. Donc, quand je vois un dessin que j'ai fait il y a 3 ans, et je me dis, ça, je ne pourrais plus le faire, c'est pas possible. Ça m'arrive. Heureusement que ça ne se produit pas. Non, mais c'est pas celui-là que je voudrais faire. Mais un qui est même... Enfin, vous courez derrière un dessin idéal, mettons, et... Je cours derrière un dessin idéal qui serait l'arrêt. À ce moment-là, c'est fini, je crois. Donc, heureusement que vous ne le trouvez pas. À ce moment-là, je raconterai des histoires. Il y a toujours des choses à faire. J'arrêterai de dessiner. J'ai déjà fait, d'ailleurs, dans ma vie. Un jour, je me suis dit, dans le fond... c'est à ce moment-là, je crois que je me suis occupé de concerts, parce que je croyais que je n'avais... Et puis, il y a des événements dramatiques dans la vie, comme la mort d'un proche, qui fait que je me suis retrouvé en train de dessiner. Alors, je me suis dit, dans le fond, ça fait partie de moi, il n'y a rien à faire, je ne saurais plus m'en défaire. Moi, il y a eu un moment où j'ai eu des doutes, puisque je m'amusais très bien en organisant des choses, je m'occupais de chansons, et puis, la perte d'une personne proche,
je me suis rendu compte que pour m'exprimer, je dessinais. J'exprimais tout ça par mes dessins, par ma peinture. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était plus profond que je ne pensais en moi. Le 15 juin, le dimanche 15 juin, il y a une exposition Henri Lejeune qui va s'ouvrir à la Louvière. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il se passe ce jour-là? Parce que vous voulez bien sûr qu'il se passe quelque chose de plus que l'exposition. D'abord, je voudrais que je rencontre plein de gens que j'ai connus, que je n'ai pu retrouver depuis des années, etc. Puis voir tous mes amis ensemble. Et puis, en même temps, je voudrais qu'ils voient un petit peu où j'en suis. Puisque ça fait tout de même près d'un an que je n'ai plus... J'ai montré les choses au pilori à Écosine, qui est mon village natal, où je n'avais plus mis les pieds depuis 8 ans. Et mais là, c'était plutôt une rencontre d'amis. Alors j'avais exposé, quand je suis rentré de Provence, à l'Office du tourisme à Mons. Bon, là, je montrais ce que je rapportais de Provence. Et maintenant, je n'ai plus depuis l'occasion de montrer en Belgique ce que j'ai fait depuis mon retour en Belgique. Donc j'aimerais bien que tous ceux qui me connaissent ou ceux qui ont envie de voir ça soient présents. Vous avez besoin de chaleur, quoi. Oui, j'ai besoin d'être entouré. Alors que, bon, il m'arrive de m'enfermer dans ma solitude. Enfin, la solitude, c'est une chose qui ne se partage pas, sinon elle n'existerait pas. Il y a donc quelque chose de narcissique dans le fait d'être peintre. Enfin, pas d'être peintre, d'être moi. On ne peut jamais généraliser. Et ça ne dérange pas, ça ne vous dérange pas le fait de vous dire, bah oui, au fond, je suis narcissique. Il ne peut rien, on est comme ça. Et... Non, je crois qu'il faut s'accepter comme on est. Il faut savoir faire face à tous ces défauts. Et alors, ces peintures que vous montrez, ce sont des espèces de souvenirs d'un voyage intérieur? Oui, ce sont des voyages, dans le fond. Parce que si je me trouve à... Ce sont des photos d'un voyage que vous ramenez, que vous voulez montrer. Oui, parce qu'il y a des dessins que... Bon, c'est carrément ces pierres, des murs de Luberon, par exemple. Bon, tout d'un coup, je retrouve que j'ai dessiné un mur. Mais un mur avec ces pierres droites, comme on voit du côté de Gordes et tout ça. Il y a... Ce Luberon est dedans. Et alors que c'est inconscient, en dessinant, je ne m'en rendais pas compte. Il est important, non, ce Luberon? Pour moi, oui, il m'a touché, mais il faut dire que je l'avais en face des yeux tous les jours. Et puis je l'ai envahi, on rentrait là-dedans, on se perdait. Il y avait des promenades qui malheureusement maintenant sont interdites, mais qui faisaient 35 km. Vous n'avez de cesse que d'y retourner, si je comprends bien. Ah, moi je suis prêt. D'ailleurs, j'y retourne puisque j'ai une exposition à Salon de Provence le 10 juillet. Vous avez l'impression d'être plus chez vous là-bas qu'ici? Pour le moment, oui. Bon, il faut dire que du fait que j'habite une ville, j'habite Bruxelles, de façon toute provisoire, eh bien, pour moi, bon, le lieu où j'ai envie de retourner, où j'aspire à retourner, c'est la Provence. Même pour ne plus peindre? Là-bas, on ne sait pas faire autrement que de peindre. Il n'y a pas de raison de ne pas peindre, parce que bon, pour peindre, c'est comme un écrivain, il va dire j'ai pas de papier, ça n'existe pas. Pour peindre, il faut un bout de papier, il faut rien pour peindre. On n'est pas obligé, par exemple, je fais des grandes choses, je parlais tout à l'heure de 3 mètres sur 6, mais j'ai envie de dessiner dans des boîtes d'allumettes, des petits trucs. J'ai fait d'ailleurs des livres-objets où les dessins faisaient 4 cm sur 3. Non, ça, on peut peindre partout. Il faut surtout garder l'envie de le faire. Je reviens à cette notion de jeu que vous aviez évoquée tout à l'heure. Vous vous amusez en fait à faire ça. C'est une espèce de boulimie d'amusement. Oui, quand tout va bien, je m'amuse beaucoup. Oui. Et puis aussi, par exemple, ça m'est arrivé il y a une dizaine d'années à l'Office du tourisme à Mons où j'avais exposé la première fois. Je trouvais que les enfants étaient souvent délaissés à l'occasion des vernissages. On oubliait même souvent de leur donner... il y avait des boissons alcoolisées, il n'y avait rien pour les gosses. Maintenant, ça arrive peut-être moins, mais moi, j'ai vécu ça. Alors, j'avais fait des jeux de cubes pour que les enfants s'amusent pendant le vernissage. Je trouvais j'ai fait un jeu de massacre au Grand Dornu, où il y avait des ballons attachés à des ficelles et j'avais fait en plâtre mon visage. Et alors, il y avait 5 ou 6 colonnes avec toutes ces têtes. C'était le jeu de massacre. Et j'avais mis des insultes très polies sur les ballons. Donc des ballons noirs et en blanc, j'avais écrit des choses. Donc celui qui avait envie de s'exprimer lançait le ballon. Bon, les gosses sont arrivés, les ficelles étaient pas très solides, les ficelles cassées. Bon, il y avait des ballons partout. Ça me plaît d'avoir un truc comme ça. De nouveau, le jeu. C'est le jeu. Je crois que le vernissage, pour moi, je ferais bien sans mettre mes tableaux.
Dire aux gens, aujourd'hui, on est venu pour se rencontrer, on est venu pour prendre un pot ensemble, on est venu pour discuter, mais tant pis, on les verra après. D'ailleurs, ça m'arrive à moi d'aller voir des expositions de certains amis et de ne pas regarder, de jeter un coup d'œil circuler, puis je retourne dans quelques jours. Ah ben, parfois, et là c'est une petite pique, lors de vernissage, il est impossible de voir les tableaux. Il y a tellement de monde Mais- qu'on peut juste se limiter à rester coincé sur ses 20 cm² et à boire son verre, quoi. Mais on a eu la blague il y a déjà plus de 10 ans, 12 ans. En 72, à Neuville, à Thieuzy, on a fait une exposition qui s'appelait Exposition inutile, avec donc tous des montois, avec Marcel Lefranc, etc., Claude Aumont, j'en ai oublié, Robert Mikils, etc., Saudoyer. Et on a eu 1400 personnes au vernissage, dans cette exposition inutile. Alors, personne ne pouvait rentrer dans la salle. Heureusement, il y avait un très grand parc, c'était au mois de juin d'ailleurs, et il y avait un soleil splendide. Alors, tous les gens sont restés dehors. On a fait des projections, on a fait un peu tout dehors. Il y avait des animations prévues, mais la plupart des visiteurs n'ont pas pu voir l'exposition. C'était impossible. Ben, ça m'amusait. Ça. Ils sont revenus après, mais c'était ouvert jusqu'à minuit. Donc, c'était ouvert tous les jours, y compris la nuit, je crois. Vous pourriez aussi ajouter à vos qualifications un organisateur de fête. Oui, je ne le fais plus, mais je crois que j'avais le virus, comme on dit. Bon, ça peut revenir. Bon, il faut avoir l'occasion, peut-être. Donc ça me manque de temps en temps. Je me dis, si je pouvais, quand je vois des choses qui sont mal organisées, je me dis, ah, s'il avait fait ça plutôt que ça, etc., il y aurait eu du monde. Quand je vois une salle avec 20 personnes, je me dis, mais comment ils font? C'est pas possible. Moi, chaque fois que j'organisais une histoire, c'était mon souci, c'était que le chanteur ou l'acteur, ou enfin la personne, ne chante pas devant 20 personnes. Donc la salle soit pleine. Les prix, tout était calculé de façon que tout. Et d'ailleurs, heureusement, j'ai réussi. Sauf la dernière fois, il me manquait 40 personnes, là-dessus j'ai arrêté. C'était Valérie Ambroise, la pauvre. Et ça, je choisissais mes gens en les connaissant, et elle, j'avais rencontré, mais je n'avais pas vu sur scène. Sinon, il y avait un autre système pour la faire admettre, c'était la mettre sur la place du marché le mercredi, et je suis sûr que j'aurais rempli ma salle le vendredi. Faire des peintures, des dessins, c'est une façon de faire la fête aussi. Oui, oui, parce que mes couleurs sont soit suivant mon tempérament, suivant mon état au moment où je travaille. On voit d'après les couleurs si c'est la fête ou si c'est pas la fête chez moi, dans mon fort intérieur. Et c'est le plus souvent la fête. Moins en Belgique. Il pleut trop. Mais ça revient, ça revient. Depuis janvier, ben, j'ai aussi mis un temps pour m'acclimater, mais depuis janvier, je retrouve la fête. Eh bien, autour de ces peintures pliées, autour de ces petits sacs poubelles avec votre biographie chiffonnée dedans, qui en fait sont des catalogues sacs poubelles, autour de tout ça, peut-être que les auditeurs qui veulent venir faire la fête peuvent vous retrouver. Alors, je vous invite à donner les coordonnées de cette fête qui va avoir lieu bientôt. C'est le 15 juin. Le dimanche 15 juin, à 11 h, à partir de 11 h, salle Achille Chavet, 60, rue Achille Chavet, à la Louvière. Merci d'être venu à Rencontre. Henri Lejeune, Rencontre, une émission de Radio 1, centre de production du Hainaut, assistante Pascal Van Lerberg, de l'autre côté de la vitre, Claude Deveille. Et puis demain, Jean-Paul Haig vous fixe rendez-vous avec Nicole Bernheim, qui est journaliste au journal Le Monde. Merci d'être venu, puis nous allons écouter un peu une œuvre de Schumann, puisque c'est ça que... Pardon, de Schubert, pardon. Une œuvre de Schubert, puisque c'est ça que vous avez choisi. Au revoir Henri Lejeune et à bientôt. Au revoir.